Bon bah écoutez, je vais commencer la réunion, hein. Par contre, oui, on est lundi matin, mais on bosse chez Netflix là les gars, donc on a le sourire aux lèvres s'il vous plaît. On est censé vendre du rêve, donc c'est pas pour tirer des gueules de 3 mètres de long. On a donc reçu le pilote qu'a tourné Bernard la semaine dernière, donc avec un épisode de la nouvelle série. Épisode dans lequel une femme tentera donc de se rendre au PAL, un parc d'attractions en Auvergne. Évidemment, elle veut se rendre au PAL, donc elle galère, donc elle se perd sur la route, hein, comme on fait d'habitude quand on se rend au PAL. Et elle va faire un accident, une rencontre malheureuse, et puis bah la suite, vous la verrez à la fin quoi. Vous me dites ce que vous en pensez, si on valide ou pas, et après on lance en production. Allez, vas-y Eugène, tu peux lancer le magnéto. Je vous note l'adresse pour aller au parc. Merci. Oh, de rien. Mieux vous couper droit à travers la forêt pour aller au PAL plutôt que de faire un grand tour pour l'éviter. On va programmer la route du parc. La départementale 181. Ah, la route du PAL est assez pittoresque. Le bitume était un peu rapiécé, mais pas trop bosselé la dernière fois que je l'ai prise. C'était au printemps, lorsque les pires boss apparaissent. Ah, je déteste les boss. Mais surtout, écoutez-moi, ne vous éloignez jamais du chemin. Les routes pour aller au PAL sont périlleuses et on s'y perd très facilement. Beaucoup ont tenté d'y aller, mais n'en sont jamais revenus. À l'intersection, prenez à droite. Pas de problème, Sam. Tiens, je mettrai bien un peu la radio pour voir. Et bienvenue sur Radio Manège. Aujourd'hui, on s'écoute la version de la chanson de Domic du Parc Saint-Paul en instrumental. C'est parti. Ah, j'aime bien cette chanson. Va falloir que je fasse un arrêt caca, moi. Nous avons perdu votre position. Le service ne peut plus vous situer. Fais chier, bordel. Bon bah là du coup j'imagine que je vais devoir aller tout droit, j'ai pas tellement le choix hein. Oh putain de bordel de merde. Ah, mais c'est quoi cette merde? Putain de putain. Oh putain, mais c'était quoi ça encore sur la route? Bon ça y est, on est où là maintenant? J'ai l'impression d'être dans la colline à des yeux là, et puis en plus j'ai même pas de réseau, mais c'est vraiment le pompon quoi. Putain. Bon, on se calme. Je n'aime pas du tout cet endroit. Putain, si en plus il y a le GPS qui s'y met à raconter des trucs flippants, on n'est pas sorti hein. Voilà, bon alors pour les âmes sensibles, on va arrêter là Eugène. La suite de l'épisode c'est quoi? Bah elle se fait attaquer par des cannibales, hein. Donc ils vont la mettre par terre dans le sable, ils vont lui couper les jambes, les bras, la tête, ils vont tout dévorer. Et après, bah voilà, est-ce que nous, Netflix, on lance en production? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler du PAL. Vous savez à quel point j'ai été conquis par ce parc auvergnat que je considère comme l'un des tout meilleurs parcs français. Alors je vous exhorte vraiment à le visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Bon c'est extrêmement paumé, hein, dans le genre c'est vraiment au milieu de rien, mais croyez-moi, ça vaut le déplacement. Si nous sommes revenus aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'arpenter à nouveau les allées de ce parc, mais bien parce qu'ils ont ouvert un nouveau coaster donc pour cette saison en 2024 et qu'ils m'ont invité à venir tester cette nouveauté. J'en profite donc pour remercier grandement le parc pour cette invitation et je mets tout de suite les warnings, ça ne changera en rien la teneur du compte-rendu que je vous ferai de cette nouveauté. Fjord Explorer, c'est le nom de la nouveauté en question et pour les moins au courant d'entre vous, il s'agit d'un Water Coaster Mac. Mais ce n'est pas la seule nouveauté à avoir ouvert depuis notre visite qu'il nous fallait découvrir en ce jour et pour découvrir desquels il s'agit, bah il va falloir regarder cette vidéo. Cet épisode est donc consacré quasi exclusivement aux nouveautés qui ont ouvert depuis notre dernière visite en 2020, donc si vous voulez un compte-rendu plus détaillé sur l'ensemble des attractions du parc avec notamment Yukon Quad, Twist, Tigre de Sibérie, Azteca dans son ancienne version, eh bien je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a 4 ans suite à ma première visite du site. Et en attendant, ne perdons pas de temps et partons tout de suite à la redécouverte de ce parc, alors je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 4 ans après notre première visite du PAL, nous voici de retour pour tester 2 nouveautés dignes de ce nom qui ont ouvert depuis notre premier passage. Je ne vous cache pas que j'étais très heureux de pouvoir remettre les pieds dans ce parc, que j'avais particulièrement apprécié pour plusieurs raisons.
déjà pour son cadre bucolique, pour le soin apporté à l'ensemble et la place laissée à la nature pour qu'elle se déploie sans être paralysée par un excès d'intervention humaine. Ensuite, pour la cohérence et l'intelligence des derniers investissements, le parc prenant des risques en investissant dans des rides uniques en France tels que Twist ou encore l'excellentissime Yukon Quad qui avait à l'époque coûté dans les 10 millions d'euros, ce qui reste une somme colossale pour un parc détenu par une famille. Et la différence claire entre ce genre de parc et une grosse machine tenue par un groupe, c'est qu'ici, on sait qu'absolument tout est fait avec amour. Cette année, en plus des retrouvailles avec des attractions que nous apprécions sincèrement, nous sommes partis à la rencontre des deux nouveautés que nous étions désireux de pouvoir tester, à savoir Champifolies, un dark ride interactif conjointement réalisé par Bold Move et Triotech, ainsi que Fjord Explorer, un water coaster Mac ouvert cette année, très certainement motivé par le succès public que connaît Nigloland avec Krampus Expedition. Pour se mettre en jambe, impossible de commencer une journée Opale sans un tour de Tigre de Sibérie, le coaster Réverchon qui s'avère être le plus ancien coaster du parc encore en fonctionnement. C'est évidemment toujours aussi poussif, mais Madame Dubik n'étant pas la plus téméraire qui soit, c'est absolument parfait pour démarrer la journée tout en douceur. Et encore une fois, si vous voulez un avis plus détaillé sur l'ensemble des attractions du parc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a 4 ans suite à notre première visite. Toujours dans les petites douceurs qui ne font pas de mal à une mouche, nous aurons embarqué à bord du Voyage au-dessus du monde, un monorail Socket ouvert en 1996. S'il avait été dans un Six Flags, ce ride n'aurait eu absolument aucun intérêt, mais vu qu'il est Opale, il donne à voir quelques jolis points de vue sur certaines attractions du parc, ainsi que sur leur intégration. Parce que oui, Opale, il y a toujours un travail très fourni quant à l'intégration des attractions. Le ride nous permet d'ailleurs d'enclencher un premier contact visuel avec la nouveauté qui a motivé cette revisite, à savoir Fjord Explorer, dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Après, si vous vouliez faire Voyage au-dessus du monde, fallait en profiter cette année, étant donné que l'attraction a été totalement démontée à l'issue de la saison. Ah oui, je sais, ça fait mal, entre ça et King Daka, c'est décidément l'hécatombe cette année. Bon allez, je vous rassure, ce monorail très vieillissant a juste été démonté pour être remplacé dès la saison prochaine par un monorail tout neuf. Comme ça, vous pourrez continuer à voyager autour du monde quand l'envie vous en prendra. La météo en ce début d'été 2024 a été pour le moins capricieuse, mais le bon côté de tout ça, c'est que ça se battait pas au portillon pour monter sur les attractions aquatiques. Du coup, en plus de nous arranger pour Fjord Explorer, cette météo maussade nous aura permis d'embarquer immédiatement sur Descente du Colorado, le raft Socket ouvert en 1988. Concernant ce ride, mon avis n'a pas changé d'un iota. L'attraction est toujours aussi inintéressante et on en ressort toujours plus sec qu'avant d'y être entré. Là où on ressort moins sec qu'avant d'y être entré, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est sur Alligator Bay, un Splash Battle Mac ouvert en 2014. Et rien d'étonnant à ce que celui-ci soit vide en ce jour grisâtre, étant donné que quelques spots malicieusement positionnés permettent d'engager de rudes batailles pour tremper jusqu'aux orteils les visiteurs qui auront osé s'aventurer à son bord. Bon, ce ne sera quand même pas sans perte ni fracas que vous attaquerez les embarcations arrivant à votre portée, car les visiteurs présents dans les bateaux sauront répondre à votre agression en vous arrosant vous aussi jusqu'au tréfonds de votre misérable squelette. Alors non, contre toute attente, nous ne serons pas allés faire un tour de l'escadrille du désert, un mini-jet Zamperla datant de 1999, en même temps je suis pas sûr qu'on y rentre la moitié d'une fesse, mais nous serons partis à la découverte de la première nouveauté de cette journée, à savoir Champifolies, le dark ride interactif pondu en 2023 par Bold Move et Triotech. L'attraction prend place dans ce bâtiment et comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur la taille du bâtiment de Forbidden Journey. Ici, on est même sur un espace 2 fois plus petit que Popcorn Revenge à Walibi Belgium, c'est dire à quel point c'est petit. Ce dark ride, selon les expressions consacrées, a été placé au chausse-pied et construit dans un placard à balai ou dans un mouchoir de poche, choisissez l'image qui vous conviendra le mieux. De fait, tout est optimisé pour prendre le moins de place possible et en cela, on peut dire que c'est une prouesse dans cet ensemble minuscule et fonctionnel. Commençons par dire que le thème est plutôt étonnant, certains pourront d'ailleurs dire un peu hors sujet, étant donné que ce bâtiment, qui rappelle l'Inde coloniale et qui s'inscrit dans une zone correspondant à ce thème, abrite une attraction dans laquelle nous serons envoyés en Californie pour lutter contre une invasion de champignons transgéniques en les congelant à l'aide de pistolets à glace. Oui, allez chercher à comprendre. À l'intérieur de la file, pas grand chose à signaler que des murs noirs, quelques décors 2D appliqués à ces murs, des écrans expliquant quelle sera la nature de votre mission et comment procéder pour vous débarrasser des champignons. On notera une file assez confinée, prévue pour contenir le maximum de personnes dans un espace extrêmement restreint. Une fois la file d'une vingtaine de minutes passée, nous voici sur le quai prêts à embarquer à bord de ces véhicules qui seront dispatchés dos au track pour que le visiteur ne se rende pas compte que la première scène n'est située qu'à quelques mètres derrière lui. D'ailleurs, l'ensemble est fait avec suffisamment d'intelligence pour qu'on ait l'impression que le ride gagne en mètres linéaires et qu'il est plus long qu'il n'y paraît, alors qu'en réalité, il ne fait que tourner en rond autour d'une structure centrale d'à peine quelques mètres carrés. Et c'est fou de se dire qu'ils ont réussi à faire tenir ça dans un tel espace. Champifolies est un dark ride interactif de type Smash and Reload, dans lequel il faudra donc recharger après chaque tir en tirant sur la cordelette fixée au pistolet à la manière d'un Toy
Story Mania ou d'un mouse au chocolat. Sauf que contrairement à ses grands frères, le pistolet n'est pas fixé à la nacelle, ce qui favorise la liberté de mouvement certes, mais qui contribue à rendre l'expérience musculairement éprouvante. Champifolie, c'est 2 minutes à haute intensité, sans réel moment de repos entre les scènes. Et à la fin, j'avoue qu'on est heureux de pouvoir poser le pistolet qui pèse gentiment son kilo bien tassé. Et après tout ce que je viens de dire, je sais qu'il y en a qui ont des visions vraiment dégueulasses quant à ce que je viens d'exposer, donc chassez ça tout de suite de vos têtes. Pour ce qui est du gameplay, hormis l'inconfort de la tenue du pistolet, le système réagit bien, le temps de réponse est fluide et le tout nous donne un bon retour quant à nos inputs. Ce qui n'aura pas empêché Madame Dubik de faire un score absolument lamentable lors de notre premier tour. Non mais regardez-moi ça! Moi, en ce qui me concerne, j'aurais eu l'excuse de filmer et donc de ne pas avoir touché au pistolet, mais on se sera rattrapé au tour suivant, mais si je dois avouer que ça restera pas très glorieux. Côté déco, c'est très mignon, on notera un super boulot de ball move avec une expérience visuelle dynamique et un gros travail en ce qui concerne l'éclairage. Côté bémol, l'histoire est totalement tarabiscotée, surtout pour un parc comme le PAL, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont pris un produit sous licence, qu'ils n'ont pas pu l'adapter au parc et qu'ils ont pris ça par défaut parce que le prestataire n'était pas en mesure de fournir autre chose et la bande son tourne très vite en rond. En soi, il s'agit donc d'un ajout cohérent pour le parc qui avait besoin d'une attraction intérieure et qui devait rentabiliser cet espace. On se dit aussi que sans être l'attraction du siècle, avoir réussi à pondre un Dark Ride interactif avec un budget aussi étriqué que 3 millions d'euros et avec une superficie comme celle-ci, c'est quand même pas donné à tout le monde. Pause-déj pour nous à la Coupole, restaurant service à table dans lequel nous avons mangé une nourriture plutôt bonne sans que ce soit extraordinaire, mais avec des employés aux petits soins aussi aimables que serviables. Nous avons par contre noté que c'était assez cher, étant donné que nous en avons eu pour un peu plus de 30 € par personne, en prenant des menus entrée plat dessert, ainsi qu'une boisson et un café. Ça change du traditionnel fast-food de parc, mais voilà, ça se paie, faut allonger le billet quoi. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est grand temps d'aller nous confronter à la nouveauté 2024 du PAL, à savoir le Water Coaster Mac nommé Fjord Explorer. Alors on enfile le ciré jaune, et c'est parti mon kiki. Le coaster n'est d'ailleurs pas arrivé tout seul, mais avec une petite zone intégrant notamment la file de l'attraction, sa gare, une zone de restauration couverte, une splash zone, des commodités, le tout soutenu par une ambiance sonore réalisée par Audio Geyser qui fonctionne parfaitement bien. Je ne vous ferai pas l'affront de vous signifier que ces petites bicoques colorées représentent la Scandinavie, cette figure de style se trouvant être une prétérition, étant donné que je viens de vous dire que je ne vous ferai pas l'affront de vous signifier quoi que ce soit, alors qu'en fait, je le fais quand même. Eh oui, les Tripes du Double, ce ne sont pas que des parcs d'attractions, c'est aussi une émission littéraire. Parc d'attractions et digression, pour reprendre le slogan de la file d'attente. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous invite très sérieusement à le faire le plus rapidement possible. Pour en revenir à nos moutons, nous nous trouvons ici plus précisément en Norvège, dans la région de Bergen, très fréquentée pour ses fjords fort plébiscités par les tour opérateurs de par le monde. Bien qu'il faille attendre que la végétation pousse et s'approprie la zone, comme ça peut être le cas lorsqu'un nouveau quartier ouvre dans un parc, les prémices de ce que sera la zone dans quelques années sont déjà là, et on peut constater qu'un travail de qualité a été effectué en ce qui concerne les espaces verts. Concernant la couleur des maisons, celles-ci sont encore un peu criardes, mais le soleil fera son office en ternissant un peu le tout pour à l'avenir rendre leur couleur plus naturelle. En tout cas, ça marche déjà très bien, avec notamment ce phare en perspective forcée situé au pied du lift, le travail sur les matériaux, sur les roches disposées le long des décors, ou encore sur ces petits édifices de bois que traverseront les trains de l'attraction. Nous noterons également la présence de la traditionnelle mais indispensable splash zone qui manque cruellement à Nigloland, et qui aura déjà fait quelques victimes soit un peu naïves, soit un peu tête en l'air, soit un peu maso, qui se seront faites surprendre par les projections d'eau provoquées par les bateaux venant s'échouer dans le bassin. D'ailleurs, nous noterons que le jeune homme arrosé lors du plan précédent sera revenu un peu plus tard pour tenter de piéger son petit frère tout en faisant attention à ne pas se faire éclabousser une seconde fois. Car bah oui, chat échaudé craint l'eau froide. Et promis, j'arrête maintenant avec les expressions d'un autre temps. Et puis tiens, ça me fait penser qu'à titre personnel, j'ai moi aussi piégé sournoisement Madame Dubik au niveau de la splash zone de Pulsar. Ah ça, j'avoue avoir pris un malin plaisir à le faire. Rapprochons-nous de notre premier tour de Fjord Explorer en nous engageant dans sa file d'attente. La file est comme on peut s'y attendre venant du PAL version 2024, à savoir très décorée et fourmillant de détails pour nous plonger dans l'Europe du Grand Nord. Et en cela, la file de Fjord Explorer est d'ailleurs la plus travaillée du parc. Ici, pas de storyline particulière, pas d'histoire à reconstituer pendant l'attente, le parc a fait le choix d'une file sans narration textuelle, donc sans texte donnant de clés sur l'histoire de l'attraction et sans voix pour nous indiquer quelconque élément narratif. Ceci ayant pour effet de laisser au spectateur le soin de se raconter sa propre histoire, et éliminant de fait toutes les problématiques
problématique liée à la barrière de la langue pour les visiteurs étrangers. Car oui, on s'internationalise au PAL. Comme dans l'ensemble de la zone, l'ambiance sonore est tout à fait à l'immersion et les dispatchs sont ici appuyés par des effets de lumière et par une boucle musicale. Contrairement à Champy-Follies, Fjord Explorer reste dans les standards thématiques du parc, dans le sens où l'attraction reste très ancrée dans le réel sans que n'interviennent d'éléments fantastiques. Champy-Follies est d'ailleurs la seule attraction du parc à s'autoriser cet écart, mais de fait, j'aime que Fjord Explorer conserve cette attache réaliste. L'attraction se mariant d'autant mieux à l'environnement, renforçant également l'identité du parc et sa cohérence dans ses parties pris thématiques. Concernant les embarcations, rien de nouveau sous le soleil, enfin là sous les nuages en l'occurrence, car après avoir raidé Poséidon, Krampus Expedition, Skatoon ou Journey to Atlantis, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution chez Mack de ce point de vue. Embarquons donc dans ces trains comportant 8 passagers. On est prêt et installé, reste plus maintenant qu'à partir à l'assaut de Fjord Explorer. Côté statistique, ce coaster culmine à 27 mètres de hauteur, est long de 497 mètres et atteint la vitesse de 79 km/h. Commençons comme sur chacun des Water Coaster Mack que j'ai pu essayer par un petit bout de canal qui nous mènera jusqu'au lift. Ici, nous longerons les petites bâtisses de bois pour lesquelles on se dit qu'on aurait peut-être aimé qu'un peu plus de détails soient apportés aux fenêtres, même si là je viens de switcher en mode chipotage. Et nous croisons aussi des abonnés à bord des bateaux, chose qui ne doit pas arriver tous les jours lorsqu'on se trouve au fin fond du trou du cul d'un fjord norvégien. Le bateau s'engage ensuite sur le lift du coaster, nous faisant grimper au sommet pour nous permettre de passer aux choses sérieuses. Notons d'ailleurs la présence d'audio dans le lift pour accompagner l'ascension du bateau, ce qui ajoute irrémédiablement un côté épique à la chose, et ça c'est toujours un truc auquel je suis assez sensible. Il est maintenant temps de dévaler la première descente, qui est suffisamment inclinée et étirée pour apporter une vitesse étonnante compte tenu qu'il s'agit d'un Water Coaster Mack. Nous nous engageons ensuite sur un premier virage qui nous permettra de faire un demi-tour assez flottant, demi-tour qui nous amènera sur un virage possédant une bonne dose de G positif, donc des forces qui ont pour effet de bien vous écraser dans le siège. Nous arrivons ensuite sur l'élément le plus iconique de ce coaster, c'est-à-dire un horseshoe placé sous le lift de Fjord Explorer, qui propose donc un virage très relevé et totalement unique sur un grand 8 de steep. Au pied de ce horseshoe, un nouveau virage qui nous amènera vers la dernière courte drop qui nous permettra d'atterrir dans le bassin. Alors Dubik, que dire de Fjord Explorer? Le layout est clairement le plus original de tous les Water Coaster Mack que j'ai pu essayer à ce jour. Après, faut aussi dire que généralement c'est plutôt radé pâquerette. Mais ici, bien qu'il soit très court, il faut reconnaître que le parcours est inspiré et bien fichu. On est clairement bien au-dessus de Krampus Expedition avec son layout plus insipide, tu crèves. On notera déjà sa première descente qui nous fait prendre une belle vitesse, ensuite son horseshoe aussi surprenant à l'extérieur qu'à l'intérieur du coaster, le parcours est sans temps mort, plutôt intense pour un water coaster et le tout propose donc des sensations qui sont certes familiales mais néanmoins assez prononcées. L'un des autres points positifs de Fjord Explorer, aussi con que ça puisse paraître, c'est qu'on rentre assez vite en station après la réception. On avance de quelques mètres sur le canal, on fait demi-tour et merci monsieur dame. On ne perd pas une demi-journée de visite comme ça peut être le cas sur d'autres water coasters à rester des plombes dans un canal où il ne se passe rien. Aussi, soyez avisés que Fjord Explorer reste très raisonnable en termes d'humidité. En ce qui me concerne, j'adore me faire rincer la gueule à l'américaine dans les attractions aquatiques, mais c'est clairement pas le cas de la majorité de la clientèle européenne. Donc en cela, le niveau d'humidité est tout à fait adapté. Du côté de Skiffage, disons qu'en termes d'investissement pur et dur, et en laissant parler le cœur, les Water Coaster Mack c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Là, on est sur un investissement compris entre 11 et 13 millions d'euros, donc un investissement plus conséquent encore que Yukon Quad. Et quand on compare Yukon Quad à Fjord Explorer, il n'y a pas photo en ce qui concerne le triple rapport plaisir, qualité, prix. Après, laissons parler la raison qui nous dira que les water coasters sont des attractions qui fonctionnent auprès du grand public. Donc en termes de marketing, l'investissement n'est pas déconnant. Là où on pourra être plus objectif dans le reproche, c'est dans le fait que Mack a décidément beaucoup de mal à nous pondre des grands 8 tout neufs qui soient exempts de vibrations. Parce qu'ici, même si elles ne sont pas rédhibitoires, force est de constater qu'elles sont bel et bien présentes. Et ça fait maintenant un certain temps que nous nous retrouvons confrontés à ce problème en raidant des nouveautés du constructeur allemand. Sachant qu'en plus les coasters Mack ont tendance à vieillir prématurément, avec des vibrations qui empirent au fil des années, il y a à craindre que celui-ci devienne vraiment désagréable dans le temps. Et là, j'espère sincèrement me tromper. Pour l'instant, c'est tout à fait supportable, mais il y a clairement trop de vibrations pour une machine toute neuve. Peut-être qu'il serait temps de redéfinir totalement le concept de water coaster chez Mack et de vraiment repenser le produit, ou au moins de le faire évoluer en profondeur. Mais vu qu'en ce moment il n'existe pas vraiment d'alternative au water coaster Mack, inutile de dire que c'est pas prêt de bouger, d'autant que la version Intamin n'est pas particulièrement intéressante non plus. En tout cas, on n'a ni été convaincu par Divertical à Mirabilandia, ni par Speed à Energylandia. Ensuite, il faut dire ce qui est, même si le layout est original pour un water coaster Mack, il est tout à fait anecdotique pour un quelconque
quelconque autre type de grand 8. Mettez à la place des trains de coaster traditionnels, puis enlevez la zone de splash pour la remplacer par une zone de frein, et dans ce cas, il y a fort à parier que vous resterez sur votre fin. Mais enfin, en l'occurrence, la question ne se pose pas ici, le coaster plaît aux visiteurs, il reste tout de même amusant à rider une fois qu'on a nos fesses dessus, et il est clairement le water coaster dont le layout m'aura le plus convaincu. Il s'agit donc présentement du meilleur water coaster que j'ai pu rider derrière Journey to Atlantis à SeaWorld Orlando. Je remercie chaleureusement Thibaut, directeur d'exploitation adjoint du parc, qui m'aura fait faire un tour très complet de cette nouveauté et de ses backstage, avec notamment la visite du garage de la bête, un moment d'échange très sympathique avec un gars passionné et passionnant, que demander de plus pour être heureux, je vous le demande. Poursuivons notre visite du PAL avec non pas un tour du visiblement très reposant Toboat Ride du parc, qui serait certainement totalement interdit d'exploitation aux USA, vu que lorsqu'on est à l'avant, on peut littéralement se lever du bateau et se jeter à l'eau sans effort. Et on notera également cette jolie petite hutte de Hobbit végétalisée, dans laquelle je paierais volontiers pour passer une nuitée. Lors de notre première visite du parc, nous n'avons pas fait de tour du mythique train panoramique au quai du PAL, j'ai nommé le train des aventuriers, avec son emblématique passage sous la cascade au décor un brin fatigué. Ce train, je me souviens que je le voyais toujours sur les prospectus du PAL quand j'étais gamin, notamment ce passage sous la cascade. Bah et du coup, on va aller se faire ça, et en plus, puisque je suis gentil et que je vois que vous en mourrez d'envie, je vous mets en on-ride le fameux passage sous la cascade, parce que ouais, bah je sais être sympa quand je veux. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. En plus de faire un tour assez complet du propriétaire, donc de se perdre dans la forêt et dans des recoins qu'on a parfois un peu de mal à identifier tant le train semble s'enfoncer dans les tréfonds du parc, il y a un arrêt qui vaut son pesant de cacahuètes, avec ce passage dans la grotte dans laquelle on trouvera une petite surprise. Et par petite surprise, je ne parle pas uniquement de ces projections lumineuses, mais d'un effet de type tunnel immersif avant l'heure. Ah là, je vois que j'ai titillé votre curiosité. Dans cette grotte, le train marquera un arrêt pour vous laisser profiter de ce que je viens de vous vendre comme un précurseur au tunnel immersif. Ah bah, pas de mensonge sur la marchandise, hein. Mais franchement, je préfère nettement celui-ci au tunnel immersif du parc Spirou de Motion Gate, où j'avais l'impression d'être sur un stand d'exposants un peu foireux de l'IAPA. Bon, évidemment, c'est archi daté, hein, mais c'est vrai que c'est très rigolo de trouver un truc comme ça sur une attraction qui date autant. Dernière nouveauté qui n'en est pas vraiment une, c'est Azteca, qui a subi un retrack en 2021 avec changement des rails, remaniement des bankings et ajout de frein magnétique. Bon, je vous arrête tout de suite, si vous avez fait Azteca ancienne mouture, eh bien celui-ci ne fera pas plus ça, hein. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. En plus de tout ça, les trains ont été remplacés par des trains neufs et beaucoup plus silencieux que les anciens qui faisaient un boucan de tous les diables. Ah bah, quand Azteca tournait, t'étais au courant dans tout le parc, hein. Ces nouveaux trains disposent également de lap bar individuels, contrairement aux anciens qui possédaient une lap bar unique pour les deux places de la rangée. Total de l'affaire, le retracking transforme l'expérience de manière remarquable et fait d'Azteca un petit coaster familial amusant avec une superbe intégration, un confort quasi optimal, possédant quelques jets que ce soit négatifs, positifs ou latéraux, autrement dit tout le panel qui va bien pour rider tranquillement avec les gamins. Et quand on sait d'où vient ce coaster à la base, on ne peut que tirer notre chapeau à toutes les équipes qui ont bossé à lui redonner un coup de jeune. Pas de twist aujourd'hui, mais des retrouvailles avec la meilleure attraction du parc et une des meilleures attractions du pays, à savoir Yukon Quad, le Family Launch Coaster Intamin ouvert en 2018, dont j'avais pu vous dire beaucoup de bien lors de ma précédente visite il y a 4 ans. Eh bien, j'en redirai également beaucoup de bien cette année. L'attraction est extrêmement fun, rapide, surprenante, punchy, fédératrice, et pour appuyer ce dernier adjectif, je peux vous dire que même si Madame Dubik est particulièrement trouillarde en ce qui concerne les montagnes russes, eh bien Yukon Quad est une des seules pour lesquelles elle me demande systématiquement d'elle-même d'en refaire un second tour. Et c'est peut-être peu pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Allez, on traversera une dernière fois tout le parc pour aller se faire un ultime tour de Fjord Explorer. D'ailleurs, bravo à notre sens de l'orientation, parce qu'on aura quand même réussi à se perdre, hein. Et il sera ensuite temps de conclure cette journée. Eh oui, il est déjà 19h, le parc ferme ses portes, et une chose est sûre, c'est que tout en étant arrivé à l'ouverture, eh bien on n'a encore pas vu passer notre journée au PAL. Le parc est toujours aussi charmant, toujours aussi chaleureux malgré la météo maussade. Il s'agit là d'une valeur sûre de l'Hexagone, et d'un parc à visiter impérativement si vous ne l'avez pas encore fait. Le PAL est très axé famille, donc on ne vient évidemment pas ici pour chercher du gros coaster, mais c'est un parc dont je sors toujours apaisé, tranquillisé, qui permet vraiment de passer une journée plaisante, une journée ressourçante, dans un cadre soigné et hautement agréable. On n'aura pas du tout arpenté la partie zoo aujourd'hui, et rien qu'avec le parc d'attractions
attractions nous auront largement tenu la journée alors qu'il s'agissait là de notre deuxième visite. C'est le genre de parc qu'on quitte à contre-cœur en se disant que si les journées pouvaient durer quelques heures de plus, on resterait autant que possible. Quand bien même il y avait ce jour-ci une amplitude horaire de 9 heures d'ouverture. Mais le PAL, c'est autre chose que d'enchaîner des attractions. C'est aussi flâner, se promener, profiter de l'atmosphère et du cadre. Et ça fait du bien parfois de se promener dans un parc sans objectif particulier, en se laissant aller au gré des envies et en se laissant porter par l'ambiance douce et relaxante du lieu. Une chose est sûre, nous reviendrons au PAL. Et ce que nous savons déjà, c'est que nous y passerons à nouveau une journée très agréable. Alors d'avance merci le PAL de nous offrir cette perspective. Il y a des parcs comme ça dans lesquels tu peux aller complètement à l'aveugle sans te soucier de rien, tu sais pertinemment que tu passeras une bonne journée. Le PAL, c'est mon jardin à moi, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est un lieu qui me répare, qui me met du baume au cœur, c'est un endroit où je me sens bien. Comme vous le savez, je ne suis pas fan des Water Coaster Mac qui sont quand même bien souvent boursouflés et bardés de défauts. Pour Fjord Explorer, on n'échappe pas à la règle, dans le sens où le coaster a quand même des défauts, notamment au niveau de ses vibrations qui sont anormales pour des coasters neufs comme celui-là, même si là on est quand même dans le haut du panier en ce qui concerne ce type de coaster, donc la balance penche plutôt du côté positif que du côté négatif. Ajoutons à l'attraction son enrobage, ainsi que la zone qui sera amenée à s'étoffer lorsque la nature se la sera accaparée, et on aura déjà là une attraction visuellement aboutie. Par contre, il faut vraiment que la communication du parc soit renforcée pour promouvoir les nouveautés de ce type, parce qu'en ce qui me concerne, bien sûr que j'en avais entendu parler, déjà lorsqu'il y a eu les premières rumeurs il y a de ça plusieurs années, où à l'époque on pensait que ce serait un Super Splash Mac à la Atlantica Super Splash, et au final on n'avait pas totalement tort non plus, puisqu'il s'agit quand même d'un grand 8 aquatique signé Mac. Mais si je mets de côté la sphère parconautique et que je me mets dans la peau d'un visiteur occasionnel qui est donc par définition très éloigné de l'actualité parconautique, eh ben la seule fois où j'ai entendu parler de ce coaster, c'est quand j'ai trouvé un prospectus posé sur une gondole à côté de l'entrée d'un chiotte dans une station-service en Saône-et-Loire. Puis dans le prospectus en question, fallait limite creuser pour comprendre qu'il y avait une nouveauté aussi importante au PAL cette année. Et quand on investit autant d'argent dans une machine, il faut vraiment que la com suive derrière. En cinéma, il y a une règle, c'est qu'on dépense autant pour produire un film que pour en faire sa promotion. Donc si un film a coûté 25 millions à produire, eh ben on devra dépenser 25 millions d'euros pour en assurer la promotion. Le ratio n'est évidemment pas le même en ce qui concerne les parcs d'attractions, mais cette comparaison aide à comprendre que faut sortir le grand jeu en termes promotionnels dès lors qu'on ouvre une nouveauté de cet acabit. Pour le reste, ça a été un vrai plaisir de passer cette journée au PAL, parc dans lequel on ne se fera pas prier pour y retourner, ça c'est sûr. Je remercie donc à nouveau le parc pour leur invitation et je les enjoins à continuer leur super boulot parce qu'une journée là-bas, c'est un plaisir de tous les instants. Et vous savez que je dis pas ça pour les caresser dans le sens du poil, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, même si parfois ça peut m'attirer des problèmes. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée au PAL, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous resterons encore un peu en France pour parler de Walibi Rhône-Alpes et plus précisément de sa nouveauté 2024, à savoir le Hot Racer Intamin nommé Mauka. Ensuite, nous retournerons aux États-Unis pour parler d'un gros parc américain qui possède quelques machines pas piquées des hannetons. Et jusqu'à cette prochaine vidéo où nous partirons à la découverte de Mauka, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!